vous devez accepter. Ou alors je l'ai fait, c'est bon. En principe, c'est bon. Mm. En tout cas, merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous revoir. Certains que j'ai vus il y a euh, peu, le mois dernier. D'autres, il y a un peu plus longtemps. Et, euh, et donc, le sujet aujourd'hui, on va parler de coaching global. Je vais faire cela sous forme d'une présentation. D'abord, je voudrais présenter, poser le cadre. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a une question. Je vais parler du concept en général, et puis on va aller zoomer sur différentes perspectives dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Voilà. Approche. Donc, coaching global, c'était le sujet de mon deuxième livre donc, qui s'appelle Leadership et Coaching Global. Donc, ce que je vous propose d'expliquer, c'est pourquoi le coaching global et qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce qu'on entend par le mot global. Je vous dis tout de suite que c'est pas uniquement international et que ça va au-delà du concept de holistique. On va voir en particulier l'idée de coacher à partir de différentes perspectives qui sont interconnectées. Et ensuite, je vais vous proposer de zoomer sur ces différentes perspectives. OK? Une des perspectives, on en a parlé lors de notre séance ensemble le mois dernier, c'était la perspective culturelle. Et je crois que j'avais déjà indiqué qu'il y avait d'autres perspectives qu'on pouvait considérer si on veut faire un coaching global. Premier constat, c'est que souvent, je vois des personnes qui sont des experts dans un domaine, si on traduit ça dans le domaine du coaching, qui sont des experts d'un outil ou d'une école de coaching. C'est bien, mais le souci, c'est que ça revient à regarder la réalité de cet éléphant inspiré d'un conte soufi à partir d'un angle unique. Et si je le regarde à partir d'un angle unique, je peux avoir une idée très différente de la réalité de ce qu'est la réalité de cet éléphant. Vous voyez, chacune des personnes là a une idée sans doute très limitée de ce que représente cet éléphant. Il y a deux choses qu'on peut faire pour éviter ce piège-là. C'est multiplier les regards. Et en faisant ça, on va avoir une vision plus juste, plus complète de cet éléphant. On va avoir de big picture. Mais aussi, en multipliant les regards, on se donne l'occasion d'apprendre d'autres points de vue, plutôt que d'être uniquement des experts dans notre domaine. Alors, cette idée-là, c'est l'idée de base de ce coaching global et qui, je pense, est nécessaire aujourd'hui face aux défis auxquels nous sommes confrontés, qui sont des défis de nature complexe, qu'on peut difficilement aborder avec une perspective unique. C'est vraiment en multipliant le regard qu'on se donne le plus de chances de pouvoir appréhender cette complexité. Je parle pour ma part de 6 perspectives en particulier qui vont du physique jusqu'au spirituel. Et je vais peut-être illustrer ça par un exemple. Si quelqu'un est stressé, est-ce que ça vous arrive d'être stressé parfois? Oui, je vois Jane. Oui, ça arrive, ça peut arriver. Nos clients aussi, parfois sont stressés. On peut aborder ça de différentes façons. Une manière psychologique d'aborder ça, si vous connaissez par exemple l'analyse transactionnelle, vous pouvez peut-être vous rendre compte que une des raisons du stress, c'est que vous voulez être parfait. Et comme la perfection, elle est rarement de ce monde, quand je veux être parfait, je me mets un stress considérable à vouloir atteindre ce standard élevé. Et donc, une manière de gérer cela, c'est se dire, je vais viser l'efficacité plutôt que la perfection. Si 80% est suffisant, je n'ai pas besoin de dépenser une énergie considérable supplémentaire pour atteindre les 100%. En me donnant cette permission, et moi en tant que coach, en aidant le coaché à se donner cette permission, je vais déjà faire œuvre très utile. Ça va éviter vraiment déjà un premier piège. Un autre souci peut être que j'ai tendance, c'est le message fait plaisir en analyse transactionnelle, vouloir faire plaisir aux autres. Alors ça part d'une très bonne intention, mais parfois, quand j'ai ce message contraignant fait plaisir, j'en oublie de prendre soin de moi-même. Et au final, je risque de m'épuiser à vouloir faire plaisir à tout le monde. C'est difficile de toute façon de faire plaisir à tout le monde. Donc là,
la permission à se donner en tant que coach, à aider le coaché à se donner, c'est de prendre soin de soi aussi. Parce qu'en prenant soin de moi, je serai mieux en capacité de façon durable de pouvoir faire plaisir aux autres, paradoxalement. Alors que si je suis que dans le fait plaisir, ben, ça ne va durer qu'un temps. Alors certains coachs vont s'arrêter là et déjà, ils auront aidé de manière vraiment utile leurs clients. La bonne nouvelle, c'est que ça ne doit pas s'arrêter là, qu'on peut aider quelqu'un de stressé d'autres façons. On a vu lors du séminaire ensemble que, par exemple, euh, le stress peut venir d'une croyance que le pouvoir est en moi. Tout le pouvoir est en moi et que donc si je rate, je suis pleinement responsable de cet échec. Ça peut amener donc contrôle versus humilité à une difficulté à lâcher prise. Là aussi, si je prends conscience de cette différence culturelle, je peux maintenant aussi considérer cette autre perspective ou cette autre orientation culturelle, le temps que, comment dire, l'humilité est aussi une possibilité. Je peux apprendre à lâcher prise et ce faisant, en lâchant prise, en acceptant ce que je ne peux pas changer, je vais aussi réduire mon stress. Bonne nouvelle, on a maintenant deux façons d'aider. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, une chose qui est très connue de coach, c'est la perspective managériale, productivité, résultat. Mais une façon de décliner ça, c'est de dire que je pourrais, en tant que manager, par exemple, si vous coachez un manager, varier mon style de leadership pour ne pas devoir tout porter moi-même, mais petit à petit être en mesure de déléguer à d'autres. Je ne vais pas pouvoir déléguer d'emblée parce que sans doute que là, la personne ne sera pas prête à exécuter la tâche à bien, mais peut-être progressivement, je peux aller faire plus de délégation plutôt que tout porter moi-même, ce qui est une source de stress. Si je dois tout porter moi-même sans pouvoir compter sur les autres, c'est un souci. Donc là, on va en reparler. Perspective managériale peut aussi nous donner des pistes. Mais ce qui est souvent oublié, à part la perspective culturelle, c'est simplement la perspective physique. C'est une façon de réduire le stress, c'est de veiller à faire de l'exercice, de veiller à dormir. Beaucoup de dirigeants aujourd'hui ne prennent pas le temps de dormir parce qu'ils sont tellement occupés en se disant on va gagner le temps, on va dormir très peu, mais ça peut poser un problème. Et soigner son alimentation. Là, il y a des choses à faire aussi d'un point de vue physique pour diminuer le stress négatif. D'un point de vue politique aussi, le stress peut venir du fait que je me sens impuissant dans une situation. Si à l'inverse, je peux avoir plus de pouvoir par rapport dans une situation donnée, ben, je vais avoir moins de stress. Je serai plus en mesure d'influer sur les choses plutôt que de les subir, quoi. Et ça ne s'arrête encore pas là. Il y a une perspective spirituelle aussi. Le stress peut venir du fait que je vis une vie qui n'est pas alignée avec mon but profond, avec mes souhaits profonds. Et donc ça, c'est générateur de stress. Si à l'inverse, je peux avoir une vie qui est plus en cohérence avec ce qui est vraiment important pour moi, avec mes valeurs, avec le but que je poursuis dans la vie ou les buts que je poursuis dans la vie, là aussi, ça va permettre d'éliminer du stress. Donc, vous voyez, là, en coachant à partir de perspectives multiples, on se donne une approche qui est beaucoup plus puissante et plus à même d'aider nos coachés et aussi de nous aider nous-mêmes. Est-ce que c'est clair à ce stade? Il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Alors, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui disaient que le coaching, voilà, il suffit juste d'être présent, d'être à l'écoute, poser quelques bonnes questions, etc. Euh, c'est juste, je dois faire attention à ma posture, voilà. Ben, ça va pas être suffisant. C'est un bon point de départ, mais ça va pas être suffisant si je veux vraiment faire du coaching global. La bonne nouvelle, en revanche, c'est pour vous qui êtes curieux, ouverts, désireux d'apprendre. Là, la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer parce que il ne s'agit pas simplement d'apprendre plus de la même chose, de devenir encore un plus grand expert dans un domaine particulier, mais il s'agit de s'ouvrir à toutes les disciplines et de voir ce qu'on peut apprendre de toutes les disciplines qui peuvent alimenter notre réflexion et notre pratique de coaching. Alors,
quelques remarques supplémentaires. Chaque perspective inclut elle-même des perspectives multiples. Si je parle de psychologie, il y a différents courants en psychologie. Les perspectives sont interconnectées. Quand je travaille sur le physique, ça a un impact sur le mental et vice-versa. Quand il ne s'agit pas d'utiliser sans cesse toutes les perspectives, mais plutôt d'être en capacité de les utiliser le cas échéant ou quand c'est opportun. Juste un exemple, l'autre jour, je coachais un dirigeant. On abordait toute une série de choses très, très pratiques concernant son leadership, difficulté de gérer en particulier son patron, lui-même étant le N-1 dans la boîte, donc il rapportait directement au CEO. Il y avait différents autres défis. Et puis, je disais, dans la deuxième moitié de la discussion, euh, est venue une question plus d'ordre existentiel. Finalement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Ça, c'était la question là qui n'avait pas été posée d'emblée. Ça peut amener un autre type de conversation de coaching. On est plus dans un coaching d'ordre spirituel. Mais l'idée, c'est de pouvoir jongler entre ces différentes perspectives autant que nécessaire et de pouvoir accompagner nos coachés de différentes façons. Alors, vous connaissez peut-être différents modèles de développement de l'adulte. Il fut un temps, on disait, voilà, un adolescent continue à se développer, mais une fois qu'on devient un adulte, voilà, on est adulte, on est devenu mûr, adulte. Ici, maintenant, on est bien conscient qu'un adulte continue à se développer, et il y a différents modèles, Erik Erikson, Robert Keegan par exemple. Mais une des caractéristiques des niveaux avancés de développement de l'adulte, c'est cette capacité à appréhender la complexité, une réalité parfois paradoxale, à pouvoir être au service non pas d'un intérêt, mais d'intérêts multiples, de parties prenantes multiples, avec parfois des intérêts contradictoires. Cette ambiguïté, cette capacité à ambiguïté, à appréhender cette ambiguïté, ben c'est le signe d'un niveau plus élevé de développement de l'adulte. Alors en tant que coach, si j'ai affaire à quelqu'un qui a tendance à penser de manière binaire, alors c'est peut-être pas indispensable pour moi d'être capable d'appréhender toute cette ambiguïté et cette complexité. Euh, Cela dit, si je suis capable d'appréhender l'ambiguïté et la complexité, je serai, qui peut le plus, peut le moins, je serai en capacité d'accompagner cette personne qui a tendance à penser de manière très binaire, y compris, ça peut être quelqu'un de très intelligent avec des postes élevés de management. Donc, mais par contre, si moi je suis dans une pensée binaire et j'ai vraiment du mal avec l'ambiguïté et que je suis amené à accompagner quelqu'un qui est à ce niveau de développement de l'adulte, là, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, là, j'aurais besoin d'être au moins au niveau de mon coaché, développement de mon coaché au niveau tel que décrit par Rick Erickson et Robert Keegan, pour être en mesure de l'accompagner utilement. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que, on va voir, le coaching global est un modèle qui appréhende par nature la complexité en l'abordant à partir de perspectives multiples. Et voilà la définition que je propose, une approche intégrée qui fait appel à des perspectives multiples, interconnectées pour faciliter le développement du potentiel humain en quête de sens. Et le coaching global euh, permet deux choses. D'abord, de définir le succès. On ne va pas prendre la demande du client pour argent comptant. On va l'aider à définir le succès. Qu'est-ce que cette personne recherche? Qu'est-ce que cette entreprise recherche? Et à challenger éventuellement ce que le succès veut dire pour la personne. Parfois, les gens se disent, il faut plus, je veux toujours plus, mais peut-être le succès, c'est d'apprécier ce que j'ai déjà. Ça peut être une forme de succès. Apprécier davantage ce que j'ai déjà, plutôt que de vouloir toujours plus, plus, plus. Et ensuite, d'atteindre efficacement en jouant sur ces différents leviers de progrès. Est-ce que c'est clair à ce stade? Les questions, c'est clair? Donc ça, c'est vraiment la philosophie générale. Et ce que je vous propose à ce stade, c'est de faire un zoom sur les différentes perspectives. On va voir si on a le temps de les passer tout en revue. Je vais passer assez rapidement. Il faudrait plus qu'une heure et demie, même moins d'une heure et demie pour aborder un thème par nature aussi complexe. Mais je voudrais juste donner quelques petits éclairages, quelques idées
de ce que vous pourriez éventuellement intégrer dans votre coaching si vous ne le faites pas encore. Éventuellement d'intégrer dans votre vie. OK? Alors, perspective physique. Je vais les prendre dans l'ordre, hein. Alors, parfois, on parle d'intelligence somatique, c'est être à l'écoute de son corps, etc. Ça fait partie aussi pour moi de la perspective physique, mais pour moi ici, c'est quelque chose de plus prosaïque. C'est simplement viser à prendre soin activement de son corps, qui est notre fondation. C'est précieux et pourtant c'est fragile. Quand tout va bien, parfois on a tendance à l'oublier, mais c'est quand ça va bien, quand ça va pas bien que là, notre corps se rappelle à nous. Alors, le but comme coach, c'est pas d'aller prescrire une façon de vivre à nos coachés. C'est pas à moi à dire aux coachés, vous devez vivre comme ci, comme ça. Si je prends l'exemple de Winston Churchill, qu'on peut considérer quand même comme un leader remarquable, qui a vécu plus de 90 ans, et un journaliste lui avait demandé, c'est quoi votre recette de longévité? Il avait dit, cigare, whisky et pas de sport. Hein, voilà, donc je ne suis pas sûr que ça va marcher pour tout le monde, ça. Et bon, il a fait quand même une crise cardiaque. Il marchait beaucoup quand même. Donc même s'il faisait par sport, on voit dans les vidéos, il marchait beaucoup. Qui suis-je pour dire à Winston Churchill, c'est pas bien de fumer un cigare, c'est pas bien de boire comme ça des whisky tous les jours. Je veux dire, si c'est son kiff, comme on dit, voilà, ça lui fait plaisir. Et s'il a été un excellent leader qui a eu un rôle vraiment important dans la Deuxième Guerre mondiale, qui suis-je pour aller critiquer ça, lui dire comment vivre? Donc, là n'est pas le mandat du coach. En revanche, si je suis avec un coaché ou avec moi-même, je me dis qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon bien-être, ma qualité de vie, mon bonheur, être plus en contact avec mon énergie vitale, plus résistant au stress, aux maladies, être capable de maintenir un niveau élevé de performance au travail et même perçu comme un meilleur leader. Si j'ai envie d'augmenter mes chances d'avoir ces bénéfices-là, alors cela requiert une approche systématique intégrée qui a été appelée à un moment athlète d'entreprise et qui consiste à faire attention à cette partie physique et d'aller au-delà de je vais manger de temps en temps un petit peu de fruits et de légumes, de temps en temps faire un petit peu d'exercice. À mesure qu'on avance en âge, on va devoir de plus en plus avoir cette approche systématique intégrée si on a envie de rester en forme. Quand on est plus jeune, on peut peut-être se permettre là de faire plus d'écart. C'est quoi le rôle du coach? On ne va pas être des experts dans tous les domaines. De la même façon, moi, je suis coach, je ne suis pas un psychothérapeute, ni un psychiatre, encore moins un psychiatre. Donc, je vais, si je peux référer à un psychothérapeute, à un psychiatre, mais si je peux référer à d'autres spécialistes. Le rôle, c'est d'encourager, d'apporter une expertise de base et montrer l'exemple et coopérer avec des experts pour servir le coaché. En respectant le style de vie. Et si je travaille pour l'ensemble d'une organisation, je vais promouvoir, je vais jouer un rôle pour promouvoir des programmes de bien-être. Donc là, je parle de leader coach, sachant que ça va permettre d'avoir des retours considérables sur investissement. D'où viennent ces retours? D'une productivité accrue, les gens sont plus en forme, ils sont moins absents et il y a moins de présentéisme aussi, c'est-à-dire des gens qui sont là, présents mais sans énergie. Voilà. Donc, cet investissement en vaut la peine. Mais il y a quelques mythes qui ont comment dire, qui ont la peau dure, c'est ça l'expression, la vie dure. Euh, un de ces mythes, c'est la vieillesse est un naufrage. C'est que, à quoi bon, de toute façon, vivre vieux, parce que de toute façon, à un moment donné, ça va aller, la pente va être descendante, et si c'est pour vivre à 90 ans comme cette dame-là, pas très intéressant. La bonne nouvelle, c'est que la réalité, c'est que il ne doit pas en être ainsi. Alors, on n'a pas de contrôle sur tout, mais que on peut apprendre. Il y a certains endroits dans le monde où les gens ont tendance à vivre plus longtemps. Mais l'idée, c'est pas vivre plus longtemps pour vivre plus longtemps, mais c'est d'ajouter des années à nos vies et de la vie à nos années. Dan Buettner utilisait cette expression. C'est ajouter de la vie à nos années, à pouvoir être comme cette personne de 101 ans à Okinawa qui est encore en forme.
Alors ça, parmi les premières études que j'avais lues à ce sujet, c'était les leçons d'Okinawa, qui a été pendant longtemps un endroit où vivaient les centenaires, les gens vivaient les plus longtemps. C'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement, ça a changé. Euh, mais il y a une étude de plus de 30 ans qui a été voir qu'est-ce qui fait que ces gens vivent en pleine forme et plus longtemps. Il y a 4 critères. Nutrition, activité physique. Alors, l'activité physique, c'est pas euh, simplement qu'ils allaient au gym à soulever des poids, aller courir des marathons, mais simplement, ils avaient une vie très active, ils bougeaient beaucoup. Le sens de la communauté, ça, c'est aussi très important. Vivre de manière isolée, la solitude, c'est vraiment pas très bon pour favoriser la longévité en bonne forme. Et la spiritualité, ils n'étaient pas très religieux, mais ils célébraient des rites. Par exemple, quand on atteignait 100 ans, 90 ans, c'est encore la jeunesse. 100 ans, là, ça commence à devenir sérieux. Alors 110 ans, ça, c'est les super centenaires. Là, vraiment, c'est une grosse célébration. D'autres études euh, plus récentes vont dans le même sens, en fait. Notamment les leçons des zones bleues, c'est des endroits dans le monde où les gens ont tendance à vivre plus longtemps. Et ce que dit Dan Buettner, qui a étudié ces zones bleues dans le monde, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ce qui permet aux gens de vivre plus longtemps, c'est ce qui rend la vie aussi plus belle. C'est pas simplement, c'est pas du consumérisme, une vie très stressante, c'est une vie plus simple, des relations humaines, une vie active. C'est ça qui permet aux gens de vivre plus longtemps et qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Je pense comme coach, c'est utile de savoir ça, de connaître ça. Quand on a, comme ce client récemment, me demandait qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais vivre ma vie. Euh, de connaître, d'avoir quelques notions à ce sujet. Alors, je m'intéresse pas mal à la nutrition. Et ce que je constate, c'est que des ouvrages comme ceux que je mentionne là, donc plus récents, qui vont dans le même sens que ce que les études d'Okinawa, Joel Fuhrman, Michael Greger, sont finalement très peu connus, y compris je ne sais pas si c'est le cas en France, mais des diététiciens, des professionnels dans ce domaine. Beaucoup ne connaissent pas ça. Des études nombreuses qui ont été montrées, qui montrent clairement que ce qui est vraiment intéressant, c'est de manger un régime essentiellement à base végétale, quoi. Alors, ça ne veut pas dire forcément on élimine tout, tout ce qui est animal, mais on essaie de le réduire le plus possible. Alors, il faut faire attention, si je suis que dans du vegan, de bien supplémenter, ça, de se faire accompagner. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on qu'on peut faire comme ça n'importe comment. Il faut veiller à ce qu'il y ait de la variété, de l'équilibre. Alors, mon but n'est pas de vous faire une leçon à ce sujet, mais juste d'attirer l'attention que ça peut être une piste à explorer pour nous, un sujet d'apprentissage, si on veut rester en bonne forme et si on veut aider nos coachés à rester en bonne forme. L'autre aspect, c'est l'exercice physique. Alors, je vois des gens qui vont courir, etc. Ça, c'est très bien. Endurance cardiovasculaire, sans doute le plus important, mais ne pas oublier non plus la force et la puissance, l'entretien de la force et la puissance, équilibre, souplesse. Là aussi, une approche intégrée. Les recherches à ce sujet-là, il y avait ce livre, le titre était, je trouve assez intéressant, Younger Next Year, plus jeune l'année prochaine. L'idée là, c'est, contrairement au mythe dont je parlais, la thèse du livre, c'est qu'on peut rester en bonne forme très longtemps, on peut arriver à une sorte de plateau. Et puis à la fin, à un moment, bah, ça va se terminer. Euh, mais pour cela, à mesure qu'on avance en âge, il va falloir vraiment s'entraîner physiquement. Et l'ordre de grandeur, c'est 4 séances d'entraînement cardiovasculaire et pas juste, comme je vois parfois certains qui sont là en train de courir, enfin de marcher là sur le treadmill, en train de lire leur livre, et il n'y a pas une goutte de sueur. C'est pas de ça qu'on parle. Un entraînement un peu plus intense et 2 fois entraînement power training, resistance training, entraînement force et de puissance. Alors on peut discuter, est-ce que c'est 6 fois, 45 minutes à chaque fois. Est-ce que c'est 6 fois, 5 fois, 4 fois? Tout ça, on peut débattre, mais ça donne quand même un ordre de grandeur. Et des recherches plus récentes vont dans le même sens. Encore une fois, il n'y a pas de garantie. On connaît des gens qui font tout bien, qui mangent bien, qui font de l'exercice et qui meurent jeunes, et d'autres qui n'ont pas ça et qui vont quand même mourir. Mais c'est une question de probabilité, bien sûr. L'exemple
dans ce domaine, c'est Robert Marchand. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. À 100 ans, il avait roulé 100 km à vélo. Record homologué, 4 heures 17 minutes. Pas mal à 100 ans. 105 ans. Un record de l'heure. Enfin, c'est pas un record, il a établi un record parce qu'il n'y avait personne qui avait fait ça avant lui. Mais il disait, ah, j'aurais pu aller plus vite, je ne me rendais pas compte, les derniers tours, là, c'était dans un vélodrome, je ne me rendais pas compte qu'on était déjà à la fin. Donc, du coup, j'aurais pu accélérer, j'aurais pu aller encore un peu plus vite. 107 ans, son anniversaire en novembre, fait une sortie à vélo pour gravir un col. C'était pas le Mont Ventoux, mais quand même, 107 ans, c'est pas mal. Mais il dit, je suis plus capable par contre de descendre, parce que j'ai plus de force dans les mains pour freiner. Donc monter, ça allait, mais descendre, ça c'était plus possible. 108 ans. Là, finalement, il a dû aller en maison de retraite, parce que jusqu'à ce moment-là, il n'était pas en maison de retraite. 109 ans, 108 ans et 109 ans, dans un EHPAD, maison de retraite. Je pensais qu'il allait devenir centenaire, mais là, en maison de retraite, ça a été un peu plus difficile pour lui. Il ne pouvait plus sortir, etc. Il est mort à 109 ans. Alors, pourquoi je raconte cette histoire? Parce que quand on l'écoute, alors c'est un exemple un peu extrême, mais il cochait toutes les cases en termes d'exercice physique, de son alimentation, une joie de vivre, communauté, etc. Et donc, un exemple de quelqu'un qui est resté en forme longtemps, et on voit de plus en plus de gens, alors peut-être pas comme à ce niveau-là, mais qui restent en forme longtemps et qui font des performances incroyables à des âges avancés. Entraînement de la force et la puissance, certains se disent, oui, ça c'est pour attraper des tout gros muscles. Si vous voyez des gens avec des tout gros muscles, il y a généralement euh, des choses suspectes là, des produits un peu suspects qui sont pris, qui est peu recommandable. Mais l'entraînement en force-puissance amène toute une série de bénéfices pour la santé. Et je ne vais pas les passer tous en revue, mais vous voyez, santé musculo-squelettique, composition corporelle et métabolisme, augmenter la masse maigre, diminuer la masse grasse, maladies cardiovasculaires et chroniques, prévention du cancer, santé fonctionnelle et vieillissement, santé mentale et qualité de vie. C'est considérable. À faire avec précaution. Si vous n'avez jamais fait ça ou pas fait ça depuis longtemps, il faut y aller très progressivement, évidemment, et en étant accompagné. Alors, ça, c'est un client, une société avec laquelle j'avais l'occasion de travailler aux États-Unis. Et je montre cette photo parce que la CEO, elle est au milieu, là. Elle avait 45 ans à l'époque. Je ne sais pas si vous la voyez ici. C'est chouette parce que, vous voyez, ils ont fait un triathlon, là. C'était pas un vrai triathlon, hein. C'est une sorte de... C'est pas le triathlon complet, 180 bornes à vélo, un marathon, etc. Mais quand même, c'était un événement source de plaisir et source de team building, parce que là, on a différents niveaux dans différentes fonctions, niveaux dans l'entreprise qui sont ensemble à passer un bon moment. Et je pense que ça, c'est une clé. Trouver du plaisir dans ces activités, c'est une clé, parce que si on le fait juste, voilà, parce qu'il faut être en forme, il le faut, c'est difficilement tenable. Voilà. Donc, par exemple, quand je fais, parce qu'à part être coach, je suis aussi formateur dans les séminaires de leadership. Mais j'ai tendance à inclure systématiquement aussi une forme d'activité physique qui, pour que, pour que les gens comprennent, ça fait partie du job du leader aussi de prendre soin de lui, de rester ensemble. Et une activité qui est adaptée à différents niveaux de fitness. Alors, mon sport principal, c'était le tennis. Maintenant, c'est devenu le vélo et voilà, j'ai eu pas mal de plaisir, de satisfaction à faire des défis que il y a 40 ans, j'aurais même pas imaginé être en mesure de faire, comme gravir le Ventoux, aller faire l'Ardéchoise pendant 4 jours, etc., etc. Donc ça, c'est une source aussi de plaisir pour moi et de satisfaction. Alors, ça ne doit pas être du vélo, ça ne doit pas être forcément du séance de power training, mais la question de coaching, c'est qu'est-ce que vous faites pour préserver votre vitalité et créer les conditions de base de votre performance durable et de votre bien-être. Et si vous êtes un leader, comment est-ce que vous allez promouvoir ça dans votre organisation? Bon, ça, c'est une question légitime à poser. La vitalité. Qu'est-ce qu'on fait pour augmenter et préserver sa vitalité? Restez en forme. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade?
C'est clair? Ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous incluez dans votre coaching de manière systématique? Je vois certaines expressions, pas forcément. Ah ben, moi, c'est vrai que dans le coaching, non, pas encore, parce que c'est trop récent. Mais en tant que manager, oui. En tant que manager, oui. OK. Ouais, ouais, Et tu en vois des bénéfices, Ruth? ouais, j'en vois les bénéfices, ouais. C'est vrai que c'est assez, ouais, c'est assez puissant Moi, comme phénomène. Moi-même, je cours depuis toujours, mais Hmm. là, je travaille avec une équipe depuis 6 ans et donc on est 25. Et j'ai lancé depuis un an l'idée de préparer une course ensemble et c'est vrai que je suis étonné de la mobilisation positive autour de ce projet. Ben, De c'est super. personnes, voilà, que j'avais pas forcément repérées comme étant sportifs ou intéressés, mais Et ça qui vont crée faire. ouais, une jolie émulation collective. Aussi des gens qui vont pas forcément vouloir participer à l'épreuve, mais ils s'enthousiasment quand même à l'idée Ouais. que Et il y a un effet team building aussi dans ce que tu décris, j'ai l'impression. ouais, Et ouais, ouais. à l'inverse, moi, j'ai souvent des dirigeants qui disent, moi, je faisais du sport, j'aimais bien quand j'étais plus jeune, maintenant, je suis fort occupé, donc j'ai plus le temps, etc. Et donc, une partie du coaching, c'est les aider à, s'ils ont envie, je ne vais pas les obliger, s'ils ont du plaisir à faire ça, à recréer du temps pour cela. Mais ça peut être aussi, encore une fois, recréer du temps pour dormir aussi, simplement. Alors, on va changer de registre et je vais dire quelques mots rapides d'une perspective managériale, où je vais aller très rapidement là-dessus en disant, est-ce que vous connaissez ce modèle leadership situationnel? Est-ce que c'est un modèle que vous connaissez? Je vous vois pas tous, mais je vois certains. Alors, euh, oui, je vois deux personnes qui disent oui. Alors, c'est un modèle qui a été à l'époque présenté comme vraiment un grand classique du leadership, et qu'avec ça, on faisait tout. Alors, c'est pas une panacée universelle, mais ça reste un modèle intéressant qui dit juste ceci. Si je veux manager quelqu'un, j'ai tendance j'aurais intérêt à faire varier mon style de leadership en fonction du niveau d'empressement que je vais qualifier d'empressement de mon coaché ou de la personne que je manage. Alors, euh, qu'est-ce que je veux dire par là, niveau d'empressement? C'est une combinaison d'aptitude et de volonté. Alors, les deux vont pas forcément de pair, mais admettons qu'ils vont de pair. Alors, prenons par exemple Jane, je te vois. Euh, Imaginons que il y a une tâche, tu n'as aucune idée de comment mener à bien cette tâche, je suis ton manager. Je pourrais dire, comment ferais-tu cette tâche, Jane? Qu'est-ce que tu me répondrais? Si tu n'as aucune idée, hein, tu n'as aucune idée vraiment. Oula, j'ai aucune idée. Bah, je peux demander à certaines personnes ou faire mes recherches de mon côté. Ah, c'est bien, tu prends déjà des initiatives, c'est bien. Euh, mais imaginons qu'en plus, tu n'es pas tellement motivé, pas plus que ça. Ouais, Euh, Tu risques de me dire, j'en sais rien. oui, Voilà. c'est sûr. Ok. Mm. Hein? Tu risques de me dire ça. Je pourrais essayer de te tirer les verres du nez avec du coaching et sans doute peut-être qu'on y arriverait à quelque chose. Mais Mm. ça prend du temps. L'idée du modèle, Mhm. c'est de dire, ah, plutôt que de perdre de temps avec ça, je vais déjà te dire ce que tu dois faire, tout simplement. Ouais. Hein, donc, au lieu de je vais pas te coacher, je vais te dire ce qu'il y a à faire, simplement. Mm. Mais à un moment, quand tu commences à avoir un succès, là, l'idée, c'est de changer de style. Bravo, Jane, là, tu as réussi, c'est super. Qu'est-ce qui t'a permis de réussir? Qu'est-ce que tu as fait bien là? Comment tu pourras encore améliorer? Et là, je suis déjà dans un style de coaching qui va te permettre de continuer à améliorer ton expertise, ta capacité, et on l'espère aussi, ta motivation Ouais. à faire ce travail. Et puis à un moment, bah, tu fais les choses tellement bien, Jane, je ne dois même plus passer tellement de temps avec toi, mais je reste à ta disposition si tu as besoin de moi. Mais je ne vais pas disparaître dans la nature, je vais régulièrement venir te dire, ah, Jane, bravo, j'ai vu ce que tu as fait là, super, bravo, je suis dans un style encouragé. Mhm. Et enfin, écoute, Jane, tu arrives tellement bien à te débrouiller pour ce travail que on va se mettre d'accord sur quelques délivrables dans un mois. Et si tu as besoin de moi, je reste à ta disposition, mais je pense que tu es tout à fait capable maintenant de le faire par toi-même. Et Mhm. rendez-vous dans un mois. Et là, je suis dans la délégation. Mm. La délégation,
elle a de fortes chances de fonctionner à ce moment-là parce qu'il y a eu tout un processus où tu as Oui. monté en motivation, en compétence. Si j'avais d'emblée fait de la délégation, ça n'aurait pas marché. Euh, et donc l'idée, c'est d'utiliser le style qui est le plus juste face à la situation. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que vous remarquerez qu'il n'y a aucune référence ni à de la psychologie, ni à de la culture. Et pourtant, ça permet déjà de faire pas mal de choses. Donc ça reste une limite quand même parce que quelque part, la psychologie et l'aspect culturel vont, on le sait, rentrer aussi en ligne de compte. Comme leader, j'ai intérêt à prêter attention à ça. Il y a un autre souci là, c'est que quand on parle de, ici vous voyez, comportement, relation et tâche, de quoi parle-t-on? Tâche, c'est simplement de dire ce qu'il y a à faire, de parler du job lui-même. Et relation, ici, c'est pas que je cherche à établir une relation vraiment profonde avec toi, Jane. C'est pas que je m'intéresse à toi comme être humain. C'est simplement, quand tu as fait un bon boulot, je vais te féliciter. Tu vois, c'est quelque chose d'utilitaire. Et parfois, les gens vont avoir on se dire, on va avoir peut-être une forme d'aversion par rapport à ça, se dire, là, il manque quelque chose, quoi. Il s'intéresse à moi juste comme ressources humaines, le terme ressources humaines. On aimerait qu'il s'intéresse à moi aussi, que ce manager s'intéresse à moi comme personne, qu'on établisse vraiment un lien humain. Il ne s'agit pas de ça ici dans ce modèle. Or, le lien humain est quand même important aussi. Mais, malgré ses limites, ça a son intérêt. Je crois que mon message aussi, de manière générale, il faut renoncer à un modèle unique qui nous permettrait de tout aborder, de tout faire. C'est en multipliant le regard et les perspectives, en reconnaissant les limites de chacun des modèles qu'on va utiliser, qu'on va pouvoir être plus efficace. Donc, comment aider mon coach à adapter son style de leadership face à sa situation? Un petit inventaire tout simple et, euh, et le tour est joué. Ok, ça c'est ce que je voulais dire. On peut dire d'autres choses sur cette perspective, tous les KPIs, toutes les manières de mesurer. Mais si vous en êtes d'accord, je vais passer à la perspective psychologique, qui là pour le coup a été beaucoup abordée dans tout votre programme. D'accord, hein? Je pense que ça, c'est une perspective qui a été bien abordée. La différence que je fais par rapport à l'aspect culturel, c'est qu'on a vu, vous vous rappelez, quand on parlait de culture, on parlait du groupe et on allait vers l'individu. Chacun, vous aviez vos résultats individuels, mais on parle d'un phénomène de groupe. Ici, c'est le mouvement inverse. On parle de la personne euh, et on s'intéresse à la personne, on s'intéresse à ses comportements, ses émotions, ses processus mentaux. Et le centre d'attention est de l'individu plutôt que le collectif. Mon message principal, pense qu'il est en ligne avec tout ce programme de formation du HEC, c'est que voilà, il n'y a personne qui a la vérité ultime ou le modèle ultime. Il y a différentes écoles qui ont toutes leur intérêt. Je crois que vous avez appris, par exemple, psychodynamique. Il y a eu une séance là-dessus, ou vous aurez une séance là-dessus. Ça a son intérêt. Psychologie comportementale et cognitive. Chacun de ces courants a un intérêt particulier, mais aussi à ses limites. Alors on pourrait les passer en revue, mais ce que je voudrais juste faire, c'est, plutôt que de passer toute cette liste en revue, c'est de dire deux choses. D'abord, un point important dans la perspective psychologique, c'est de promouvoir l'intelligence émotionnelle. On peut la définir de différentes façons, mais moi je parlerais d'un égo sain et mature. Égo sain, c'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle sans être arrogant. Ou quelqu'un qui est modeste, humble, sans mauvaise estime de soi. Vous voyez, c'est cette combinaison-là. En analyse transactionnelle, on parlerait d'une attitude OK. J'ai du respect pour l'autre, je vois l'intention positive de l'autre, mais j'ai aussi du respect pour moi-même, qui va me conduire à être plutôt, ne pas être agressif, ni me victimiser, mais plutôt dans de l'assertivité. D'accord? Et cette intelligence émotionnelle m'amène à pouvoir établir des relations constructives, des relations bienveillantes, fluides avec les autres, en évitant, analyse transactionnelle, les jeux psychologiques, le triangle dramatique. Mais il y a autre chose que je voudrais rajouter, c'est que bien que nous ne soyons pas des psychothérapeutes, encore moins des psychanalystes, pour la plupart d'entre nous, en tout cas moi, je ne le suis pas, je pense qu'il faut quand même pouvoir reconnaître des phénomènes comme transfert et contre-transfert. Transfert, c'est quoi? Je vais l'expliquer simplement. C'est, par exemple, si quelqu'un
a tendance à ne faire confiance à personne parce qu'il a appris dans son enfance que c'était dangereux de faire confiance aux gens. Sans doute qu'il y a eu pas mal d'abus. Il risque de transférer sur moi le fait que on ne peut pas faire confiance aux gens. Si moi, en tant que coach, je le prends personnellement, je tombe dans ce qu'on appelle le contre-transfert. Et là, il y a une dynamique malsaine qui risque de s'installer. Parce que, parce que j'ai pris quelque chose personnellement, mais en fait qui était juste un problème de se coacher. Euh, alors, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir reconnaître le phénomène. En revanche, si personne n'a tendance à me faire confiance, là, j'ai quand même intérêt à me poser des questions. Si tout le monde me fait confiance sauf une personne, sans doute qu'il y a peut-être un souci à particulier avec cette personne. Et si personne me fait confiance, là, on n'est plus dans le transfert contre transfert. C'est que vraiment, moi, je fais peut-être des choses qui n'inspirent pas confiance. Alors, je vais dire, j'ai parlé de différents courants en psychologie, je vais quand même dire un mot sur psychodynamique, même si vous avez, je pense, tout un atelier à ce sujet. Je pense que c'est intéressant de pouvoir comprendre les comportements irrationnels que constituent ces irrationnels, on va voir, c'est entre guillemets, ces mécanismes inconscients de défense de l'ego. Et il ne faut pas avoir fait 10 ans de psychanalyse pour comprendre ça. C'est, certains vont dire que, attention, qui suis-je moi pour vous parler de ça, moi qui n'ai pas fait de psychanalyse, ça c'est réservé vraiment aux spécialistes. Je ne crois pas ça, mais voilà, encore une fois, qui suis-je moi pour prétendre ça? Georges Vaillant, professeur de psychiatrie à l'université de Harvard, dit la même chose. Là, j'ai quand même un bon allié qui dit on peut facilement entraîner des observateurs indépendants peu sophistiqués dans le sens, pas toute une formation en psychologie, à identifier ces mécanismes de défense de l'ego. Il démystifie un peu cette notion. Et comment il le démontre? Simplement en faisant une formation très rapide, où il parle de différents mécanismes de défense, et puis il invite les personnes qu'il a formées, il les confronte à une série de situations où ils sont amenés à devoir reconnaître les mécanismes de défense de l'ego. Ça marche très bien, ils reconnaissent très bien ces mécanismes de défense de l'ego. Donc c'est une manière de dire, vous voyez, c'est pas chinois, c'est pas sorcier, quoi. C'est pas si compliqué que ça. Ce que je trouve intéressant à comprendre, c'est que ces mécanismes de défense, euh, à quoi ils servent? Ils servent à nous protéger d'une image négative que nous pourrions avoir de nous-mêmes et quitte à faire une distorsion mentale de la réalité pour qu'on garde cette image positive de nous-mêmes, et ceci une façon d'éliminer des sources d'anxiété et de dépression. Donc ça, on est très créatifs, tous extrêmement créatifs, pour éliminer ces sources d'anxiété, de dépression, et pour garder une image positive de nous-mêmes. Et ça se fait au travers de ces mécanismes de défense inconscients de l'ego. Mais pour moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que les styles de défense qu'on va utiliser vont être liés à notre niveau de développement de l'adulte. Et ça, c'est, je trouve, une contribution intéressante de Georges Vaillant de dire, il y a des mécanismes de défense qu'on peut qualifier de matures, qui n'ont aucun effet négatif secondaire. Je prends l'exemple de l'altruisme. Prenons l'exemple de Mère Teresa. Je ne sais pas pourquoi je la cite en exemple, mais voilà. Et je ne sais pas si on l'a interviewée, mais j'imagine si on interviewait Mère Teresa en disant pourquoi vous vous occupez comme ça tellement des pauvres, euh, sans doute qu'elle dirait quelque chose du style, mais c'est pour eux, je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour les autres. Un psychanalyste dirait, ouais, ouais, si tu as envie de croire ça, tant mieux pour toi, mais tu en tires un bénéfice. Tu n'es peut-être pas conscient de ça, tu ne veux peut-être pas voir ça, mais c'est pas grave. Si au final tu fais quelque chose qui est utile pour les autres, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas d'effet négatif secondaire à vouloir croire que j'ai pas fait ça pour moi, bien que sans doute elle en retire un bénéfice personnel en termes d'amour qu'elle peut obtenir, de respect qu'elle peut obtenir, etc. Mais comparons suppression et répression. Donc, ou refoulement. Repression serait le mot en anglais. Là, c'est dans un cas, de quoi s'agit-il? Répression ou suppression, pardon. Suppression, c'est
Imaginons que je suis dans une situation où j'ai appris une terrible nouvelle, soit une très très heureuse nouvelle, soit une nouvelle extrêmement triste, et je suis amené à devoir faire une présentation ou devoir négocier un deal important, faire quelque chose de très important. La capacité de ne pas être submergé par cette émotion, de pouvoir la mettre sur le côté pendant quelques instants, le temps qu'il faut pour pouvoir me concentrer sur la tâche que j'ai à mener, ça s'appelle la suppression. Ce n'est pas uniquement une question de volonté. Quelqu'un qui n'a pas atteint un certain niveau de développement ne sera pas en capacité de faire ça, de mettre cette émotion. Il va se laisser envahir involontairement par toutes ces émotions. Donc là, il n'y a pas d'effet secondaire négatif parce que ce n'est pas que l'émotion elle est supprimée, elle est juste mise sur le côté un instant avant de pouvoir être traitée ultérieurement quand le moment sera plus opportun. Mais si on compare ça au refoulement, de quoi s'agit-il? Imaginons que je sois amené à faire quelque chose qui soit un peu contraire à mes valeurs. Je m'en vois comme quelqu'un de très euh, sage ou de très bienveillant, et là je mène une action qui est en fait pas très reluisante. Okay. Une façon de gérer ça, ce décalage entre la valeur que j'aimerais avoir de moi-même, cette vision positive que j'ai de moi-même, et les actions qui risquent de me renvoyer une image négative de moi-même, la façon de gérer ça, c'est de refouler l'idée ou ce décalage. Je le refoule, je ne dois plus y penser. La bonne nouvelle, c'est du coup, je ne suis plus confronté à ce décalage. Le souci, c'est que je risque d'être là avec un petit malaise. Je ressens une émotion un peu négative, mais je ne sais pas d'où elle vient, cette émotion négative. Et le fait de ne pas savoir d'où vient une émotion me rend déjà moins efficace comme coach. Parce que si je coach quelqu'un et je ressens une émotion en coachant cette personne et que je suis plus en mesure de déterminer l'origine, est-ce que c'est une émotion qui m'appartient, est-ce que ça vient de l'autre, je serai déjà moins efficace comme coach. Vous voyez, donc là, il y a déjà un effet négatif. Si, alors on peut aller encore plus loin, projection, on connaît tous, hein, je pense, des gens qui disent, moi je suis un très bon manager. Ils sont vus comme épouvantables comme managers. Mais pourquoi ils disent ça? Parce que ça leur permet de maintenir une image positive d'eux-mêmes. Eux vont certainement pas demander un feedback, ils recherchent pas un feedback. Ça va très bien jusqu'au moment où ils se font renvoyer, ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Ça, c'est le danger de la projection. Alors pourquoi je parle de ça aussi? On avait parlé de culture. Quand on travaille au travers de cultures différentes, on risque d'avoir ce genre de phénomènes qui vont se manifester. Je me rappelle, j'avais fait un coaching d'équipe aux États-Unis et j'avais été invité par mon client, c'était en Caroline du Sud, dans un restaurant. J'ai jamais vu une carte de vin aussi complète. En France, même en France, dans des bons restaurants en France, il n'y avait pas des cartes aussi fournies. Et je pense que le message que le client était en train de me faire passer, vous voyez, on est ouvert à la diversité, on a des vins du monde entier ici. Mais après, il se fait que leur conception de la diversité, c'était on est présent dans le monde entier comme société, mais on impose notre façon de fonctionner. C'est pas que je suis ouvert à apprendre comment les autres font. Vous vous rappelez, on n'est pas du tout dans le stade 7 dont on avait parlé le mois dernier. Et je les ai un peu confrontés à ça, à leur vision, qu'est-ce que ça veut dire diversité, leur vision de la diversité. Et là, je me suis pris un peu de résistance. Ce que j'explique est trop simple, etc. Le risque là, c'est de le prendre personnellement. Et donc, pour employer l'expression en anglais, I stick to my guns. Je suis resté là, j'essaie de rester plus imperturbable, à continuer avec beaucoup de bienveillance à les challenger, euh, sans nommer le phénomène ici, parce que ça, ce serait vraiment très contre-productif. Ça s'appelle des mécanismes de défense inconscients. C'est des mécanismes de défense. C'est ce que les gens ont trouvé de mieux à faire pour se protéger. Donc, il ne s'agit pas de dire ah, tu es dans de la projection, mais il s'agit de créer des conditions de bienveillance, des conditions positives pour que progressivement les participants s'ouvrent à autre chose. OK? Toujours clair? Et donc, ici, mon message, c'est comment est-ce que je vais tirer parti de différentes écoles en psychologie? Comment est-ce que je peux continuer à apprendre? Pas être plus un expert, si je suis un expert en psychodynamique, devenir encore un meilleur expert là, mais aussi apprendre la psychologie sociale, aussi apprendre euh, quelque chose sur la psychologie cognitive, etc., etc., etc. Ça, c'est le chemin de développement.
Ça va toujours? Ok. J'en viens à la perspective politique, qui est souvent, elle aussi, sous-utilisée. Elle aussi, je devrais dire, je compare à la perspective physique. Psychologique, ça, c'est utilisé par les coachs. Mais perspective politique, ça, c'est quelque chose qui est souvent sous-utilisé. Les gens ont une vision plutôt négative de la politique, en tout cas politique en entreprise, politique tout court d'ailleurs aussi, malheureusement. Quelques définitions. Alors, ça vaut ce que ça vaut, ce sont mes définitions. Capacité, pouvoir, pour moi, c'est la capacité de réaliser ses objectifs importants et significatifs. Donc, avoir beaucoup de pouvoir, c'est pas forcément que je gagne beaucoup d'argent, que je suis le CEO. C'est que je suis en capacité de faire ce qui vraiment importe pour moi. Et la politique, c'est simplement une activité qui vise à maintenir le pouvoir que j'ai déjà ou à augmenter ce pouvoir. Comme ça, je suis en mesure d'atteindre mes buts. Donc, autrement dit, la politique, c'est un processus et le pouvoir, c'est un potentiel. Alors, ça a une connotation négative. Je le fais en mode de présentation, hein, c'est la conférence. Euh, J'espère que c'est OK, mais j'aurais pu vous demander ce que vous en pensez. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord, enfin, peut-être avec ceux que je vois, est-ce que ça a une connotation plutôt négative? Vous pouvez lever votre pouce si c'est le cas, hein, si certains. Ouais, je vois des oui, etc. Oui, ça a une connotation plutôt négative parce que ça suggère des agendas cachés, de la manipulation, des tromperies, des manœuvres. Et souvent, moi, j'ai des managers qui me disent, moi, je veux pas de ça, moi, je veux juste du bon travail, je veux pas faire de la politique. Le problème, c'est qu'après, il y a quelqu'un qui a la promotion que eux estimaient mériter. Ben, ils n'ont pas fait leur job parce que la politique, ça fait partie, en fait, de leur job. Et la politique, elle est inévitable, à mon sens. Pourquoi? Parce que on a tous des objectifs, consciemment ou inconsciemment, et quand on est dans une organisation, on ne va pas pouvoir les réaliser tout seul, on a besoin des autres. Et cette interdépendance crée les conditions de la politique. La bonne nouvelle, cela dit, c'est que la politique, elle peut être constructive. Pour ça, il faut une deuxième variable, j'appellerais le service. Euh, alors, service, ça ne veut pas dire que euh, je, j'aide les autres à faire ce que moi j'ai envie qu'ils fassent. Le service, c'est ici dans le sens où j'aide les autres vraiment je les aide à atteindre ce que eux ont envie d'atteindre. Je suis là pour eux, pour ce que eux veulent. On a différents cas de figure. Le cavalier seul serait quelqu'un qui arrive à, à se débrouiller tout seul. En entreprise, c'est difficile parce qu'on a besoin des autres. On peut rarement faire les choses tout seul. Par contre, des idéalistes, ça, on en voit beaucoup. C'est des personnes qui ont vraiment un sens du service, mais qui parfois manquent de pouvoir pour réaliser des choses et avoir un vrai impact. Et là, le chemin serait de passer de cette posture d'idéaliste au bâtisseur éclairé, celui qui a, ou celle qui a plein de bonnes intentions, mais qui maintenant a aussi plus de pouvoir, être plus en capacité de vraiment avoir un impact plus important. Ça, c'est la politique constructive nous aide à passer de cette posture d'idéaliste au bâtisseur éclairé. On peut avoir le cas de figure du prince, comme ce dirigeant que je coachais l'autre jour, qui me disait aussi, en fait, la vérité, moi, je suis déjà assez à l'aise financièrement. Je pourrais très bien, en plus, quitter mon job actuel, il me dit. Parce que j'ai déjà gagné pas mal d'argent dans ma vie. Là, je suis dans une position de... Je rapporte au CEO, je gagne pas mal d'argent. Mais la question, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie à ce stade? Euh, et là c'est un autre type de discussion. Mais quand cette question vient et que je constate vraiment que généralement la personne en vient à parler de choses qui la dépassent, qui va être au service d'autres. Lui, pour lui, c'était je vais promouvoir un monde plus durable. C'est ça qui m'importe en fait. Et je vais peut-être retourner à l'université, donner des cours aussi, partager mon expérience, mais pour promouvoir quelque chose de plus durable. Pour le moment, moi, ce qui m'intéressait, il me disait, c'est de ma réussite, gagner de l'argent, être dans telle posture, mais là, je me rends compte, à ce stade de ma vie, il y a autre chose. Je n'ai pas fait la leçon, c'est simplement créer un espace qui a permis cette prise de conscience et cette réflexion. Et c'est là qu'on passe du prince au bâtisseur éclairé, mais là, ça va être la perspective spirituelle dont on va parler dans quelques instants. Source du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est simplement un inventaire de quelles sont les sources de pouvoir. Souvent, les gens n'ont pas réfléchi en ce sens. L'autorité formelle, c'est une source de pouvoir.
Il y en a bien d'autres. Le fait d'avoir un choix dans la situation, pas être coincé. Faire du bon travail, bah, si je suis plus crédible, je vais avoir plus de pouvoir. Il n'y a rien de mal à ça, hein. Connaissance, accès aux bonnes informations, aux informations pertinentes. Avoir un réseau des alliés aussi, ça c'est important. Euh, Celui qui se fait passer pour une promotion, peut-être n'avait pas passé beaucoup de temps à créer les alliances nécessaires. Compétences interpersonnelles, intrapersonnelles. On avait un premier ministre en Belgique qui avait besoin de peu de sommeil et qui avait comme ça une énergie incroyable. Au milieu de la nuit, tout le monde était déjà prêt à signer l'accord de compromis. Lui, il était encore là avec plein d'énergie. Ça lui donnait un pouvoir supplémentaire. Donc ça, c'est les sources de pouvoir. Parfois, les gens se rendent compte, tiens, j'ai vraiment passé peu de temps à bâtir des alliances. Ça, ce serait la chose à faire. Et comme coach, je vais aider très concrètement à bâtir ces alliances. J'ai quelques feuilles de... Vous avez dans le livre Coaching Across Culture, dans le deuxième livre, Global Coaching, aussi des tableaux qui peuvent être utilisés très concrètement pour faire cela. Quand on parle de service, c'est André Comte-Sponville qui parlait d'éthique et qui disait l'amour est au-delà de l'éthique. Je pense que quand on parle ici de service, on est dans ce registre-là, on est au-delà de l'éthique, on est au-delà de la moralité, c'est vraiment prendre soin de l'autre, presque de l'amour, là, avoir un respect profond, de l'écoute, du partage. C'est de ces qualités-là qu'on parle, qui font tellement la différence aujourd'hui, hein, quand on voit par exemple, des entreprises qui se disent on va remplacer l'humain par l'intelligence artificielle. Il y a plein de. Moi, je n'ai rien contre l'intelligence artificielle, il y a plein de choses intéressantes, mais quand on a affaire à non pas un être humain, mais un bot pour vous servir, il n'y a plus le care, le prendre soin. Et ça manque vraiment, je trouve, hein. D'avoir quelqu'un qui est vraiment à l'écoute à côté, ça, c'est tellement important. Et ça risque de passer à la trappe. Et si je suis client et que j'ai en tout cas un autre choix, je vais ailleurs, personnellement. Comment aider le coach à augmenter tout son impact tout en servant les autres? Ça, c'est les questions qu'on peut poser ici. Et on était dans cette perspective politique. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Avant que j'aborde une dernière perspective spirituelle, est-ce que c'est clair? Peut-être je vais stopper un instant avant de parler de la culturelle. Là, je vais la passer parce que ça, on avait parlé lors de ça, mais je vais peut-être m'ouvrir à vous pour voir s'il y a peut-être quelques réactions, si pas des questions, des réactions à ce stade. Est-ce que ça vous parle, cette approche? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, ça me semble vraiment très intéressant, surtout le volet politique et toutes les dimensions qui sont pas forcément claires dans l'esprit des coachés ni des coachs, en fait, parfois, parce qu'il y a des dimensions qu'on ne pense pas explorer. Et c'est bien de les avoir toutes regroupées sur une slide. Je pense que je m'en servirai d'ailleurs pour les coachings. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Je pense que c'était lors de notre séance il y a un mois qu'il y a eu une situation où on avait discuté, je pense, d'une situation où euh, l'idée c'était de résoudre un problème en améliorant la relation entre deux personnes, sans voir que ben, il faut être deux pour réussir une relation et que parfois, même si on est les meilleurs pour bâtir une relation avec quelqu'un, on a les meilleures intentions du monde, mais parfois ça ne va pas être suffisant, que le levier politique peut aussi jouer, le rapport de force, le pouvoir. C'est un autre levier qui peut aussi avoir un impact, quoi. Et donc, de pouvoir réfléchir en ce terme. Mais si moi, qu'en tant que coach, on a vu dans le profil du groupe hein, que vous aviez, plus dans l'égalité, avec une forme d'aversion pour la hiérarchie, qu'on peut parfois assimiler une aversion pour l'activité politique qui est caractéristique d'un environnement plus hiérarchique. Pour fonctionner dans un environnement hiérarchique, si on n'est pas le CEO, même si on est le CEO, on a besoin de politique. Et donc, on peut avoir chez certains coachs une aversion pour
hiérarchie et aversion pour cette activité politique, ça va nous rendre moins efficaces si on doit accompagner quelqu'un euh, dans ce registre-là. Et on risque tout simplement de même pas y penser, quoi. Donc voilà. Mm. OK. Moi, ce Autre. que j'ai apprécié, c'était le côté physique aussi, pour le coup, parce on en oublie souvent le côté physique, parce qu'on se dit qu'on est beaucoup dans le mental et que bah, il faut réfléchir à comment faire, comment si. Et c'est vrai que le physique, au final, il est vachement important, parce que si on ne prend pas soin de soi, bah, du coup, Voilà. le mental non plus ne suit pas, en fait. Exactement. Et à mesure qu'on avance en âge, ça va de moins en moins suivre. C'est ça, Donc c'est ça. voilà. Donc ça, ça c'est Mm. effectivement très important. Et souvent, voilà, pas abordé non plus. Oui, Je c'est fais sûr. l'expérience dans mes séminaires aussi où souvent je présente un cas et j'invite les gens à réfléchir à comment ils aborderaient cette situation. Et j'entends plein d'idées très créatives sur comment on pourrait aborder la situation. Mais souvent, simplement, les coachs ne pensent pas à très prosaïquement exercice physique, nutrition, sommeil. Ça, il n'y a Mhm. pas pensé, quoi. Il n'y a pas pensé, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, Euh, ouais. ouais, excuse-moi, sur ta slide sur la politique, j'ai noté politique et pouvoir, mais il me semblait qu'il y avait un troisième mot et je l'ai oublié. Il y avait donc il y avait le service, le mot de service, politique, pouvoir. La politique, c'est l'activité qui permet de maintenir et de, d'augmenter son pouvoir. Et Mm. l'autre variable dont j'ai parlé, c'est le service. Le Ah, d'accord. service. Le service. Parce que sinon, si le pouvoir il est centré uniquement sur moi-même, ok, je veux dire, c'est, ça va me permettre d'être ce que j'appelle le prince, hein, en référence à Machiavel. Mais à un moment, la question, c'est so what? Qu'est-ce que je fais avec ok, tout cet argent, Mm. tout ce pouvoir? C'est juste pour moi? Ou est-ce que j'ai envie de laisser un autre héritage? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir un impact autre dans le monde, quoi? Donc ça Ok. implique un autre type de réflexion, ce qui Mm. m'amène à cette dernière perspective, perspective spirituelle, à moins qu'il y ait encore quelqu'un qui voulait partager quelque chose. Alors, je retourne ici sur le diaporama. Donc, perspective culturelle, on en avait parlé. Je vais dire quelques mots maintenant de la perspective spirituelle. Euh, alors, que je définis comme une conscience aiguisée de la connexion avec soi, les autres, la nature, le divin, entre guillemets. Euh, Personnellement, je ne suis pas religieux, mais par divin, j'entends le divin en nous ou à l'extérieur de nous. Dans certaines religions, c'est voilà, le divin, il est à l'extérieur de nous, mais on peut aussi, dans d'autres conceptions, le voir en nous-mêmes. Là, les sources d'inspiration sont non seulement les religions, alors il y a à boire et à manger dans les religions, hein, il y a pas mal de choses qui sont quand même problématiques aussi, il faut le dire, mais il y a des sources de sagesse quand même dans les religions, dans le mysticisme, et la philosophie aussi. C'est ça les sources d'inspiration aussi dans la perspective spirituelle. Et très concrètement, c'est la capacité à dégager du sens, à trouver un but et à apprécier la vie. Alors j'ai donné quelques exemples pour qu'est-ce qu'on peut faire, de quoi parle-t-on et comment ça s'applique dans le coaching. Une des sources, par exemple, dans la mystique juive, la Kabbale, qu'on retrouve aussi dans le christianisme. La Kabbale, c'est l'action de recevoir, on parle de quoi? De recevoir la lumière. C'est un concept un peu ésotérique, mais concrètement, on peut le comprendre comme apprécier les choses qu'on considère parfois comme acquises et de pouvoir être reconnaissant. Et d'ailleurs, dans la psychologie positive, cette attitude de gratitude, elle est aussi corrélée au bonheur. Donc, on retrouve là un lien entre psychologie, en tout cas psychologie positive, et spiritualité. Le fait de, c'est pour ça que j'appelle ça stratégie du tournesol, d'aller résolument vers la lumière, de se dire peut-être qu'à la fin de notre séance aujourd'hui, on n'a pas atteint tous nos objectifs, mais on a été ensemble, on a pu se parler, échanger quelques sourires, avoir quelques réflexions ensemble, on a pu manger aujourd'hui à notre faim. On est en période de paix, pas partout dans le monde, mais ici, là où
pense que nous tous vivons. Dans quelle mesure est-ce qu'on apprécie ça pleinement? Si on est en bonne santé, dans quelle mesure est-ce qu'on apprécie ça pleinement? Est-ce qu'il faut attendre un malheur pour se rendre compte de tout ce qu'on a déjà? Et donc de pouvoir être reconnaissant pour les miracles de la journée, ça c'est une discipline mentale, une discipline spirituelle. J'appellerais ça stratégie du tournesol. Comment la mettre en pratique? Alors je vais donner un exemple d'un coaché qui était venu chez moi. C'était comment dire, un directeur financier assez stressé, confus. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient pour lui. Il est venu dans mon bureau. Alors, j'habite au sud de Bruxelles. On a la chance à Bruxelles d'avoir une forêt qui vraiment se trouve au sud de Bruxelles et qui va, pas dans toute la ville, mais en tout cas dans le bas de la ville, au milieu de la ville, comme ça s'appelle la forêt de Soignes. J'habite à 5 minutes de cette forêt. Et ce que j'avais jamais fait, mais j'ai proposé à ce coaché, il faisait beau ce jour-là, euh, allons nous balader en forêt. Pourquoi? Est-ce que tu es OK pour... Allons, on va s'arrêter là, allons faire une petite promenade en forêt. En forêt, on commence à marcher là, et toujours en train de parler de tous ces problèmes, etc. À un moment, je l'ai arrêté, je dis, est-ce que tu as vu la forêt là autour de toi? Il dit, j'avoue, je n'ai pas fait fort attention. Ben, je t'invite à l'observer maintenant, regarder les arbres et tout ça. Oui, c'est joli. Ah oui, oui. Ben, oui, c'est joli. Mais je vais te proposer autre chose. Quelque chose qui est culturellement pas approprié en Belgique, mais je l'ai quand même fait. J'avais vu ça aux États-Unis, c'est d'aller toucher un arbre, de sentir la connexion entre lui et l'arbre. J'ai fait un petit exercice comme ça. Voilà, il y avait une relation de confiance, donc il s'est prêté au jeu. Et on est revenu au bureau. Tout ça a pris une demi-heure. Et quand il est revenu, il était beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, et sa pensée était plus claire. Donc le temps qu'on a perdu, entre guillemets, c'est pas perdu parce qu'on a fait une belle promenade, ça a de la valeur, ça. Le temps qu'on a consacré à ça, il a été regagné par une séance qui a été beaucoup plus efficace par la suite parce que lui-même était beaucoup plus clair. Il a retiré de ça l'idée qu'il pouvait à tout moment, non pas forcément aller en forêt, ça c'était pas forcément possible, mais prendre 5 minutes pour méditer, se retrouver avec lui-même et ce qui allait ensuite lui faire gagner du temps pour en ayant une pensée beaucoup plus claire. C'est une forme de stratégie du tournesol. Il se baladait là sans apprécier tout ce qui l'entourait, mais en mettant sa conscience là-dessus, ben, il a pu en retirer les bénéfices. Autre chose, dans le domaine spiritualité, c'est cette réflexion sur la quête humaine de sens, qui est là chez tout un chacun, même si on n'est pas forcément conscient de ça. Selon Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration nazi, il y a 3 façons de trouver du sens. La vie active de création, quand je crée des choses, je fais des choses, Goff, le faire, ça peut être porteur de sens. Je ne dois pas forcément faire, je peux être, je peux prendre du plaisir à manger un bon repas, être en bonne compagnie, l'amitié, l'amour, voir un bon film, je peux trouver du sens là-dedans aussi. Mais une troisième façon, c'est lorsque je suis face à de la souffrance. Dans certaines cultures, la souffrance est une bonne chose et on va la rechercher. Pas pour Viktor Frankl, ni pour moi, je dois l'avouer. On essaie d'éviter. Mais parfois, si je ne peux pas l'éviter, j'ai encore le choix de l'accepter de manière courageuse, avec dignité. Et ça peut être une source d'inspiration pour d'autres. Ça peut être vraiment donner du sens à sa vie, mais aussi source d'inspiration pour les autres. On peut citer des exemples, hein, Nelson Mandela et autres, mais un exemple peut-être plus proche de nous, c'est Grégory Le Marchal. Je me rappelle, je l'avais vu là, à la Star Academy, vous vous rappelez, on disait, ce garçon, il rayonnait. Il y avait une rumeur comme quoi il avait la mucoviscidose, mais on disait c'est pas possible parce qu'il est en pleine forme, là, il rayonne, c'est juste pour créer de l'audience. Mais à 24 ans, il est quand même mort, il a gagné la Star Academy. Et lors d'interview, il a expliqué que plutôt que de se plaindre, et il avait le droit de se plaindre, hein, de passer plusieurs heures par jour à cracher ses poumons, à cracher tout le mucus là, dans ses poumons, il dit, je vais plutôt que de passer mon temps à ça, je vais plutôt essayer de vivre le mieux possible la vie limitée que je vais avoir. Et ça, c'est vraiment une source d'inspiration. Et là, j'en viens, ça me fait penser à Albert Camus, le mythe de Sisyphe, qui disait « Sisyphe ne peut pas échapper à son destin. Le destin, ça, il ne peut pas y échapper. Il doit devoir pousser ce rocher au sommet de la montagne.
Et puis le rocher va tomber, il va devoir recommencer pour l'éternité. Mais, suggère Camus, Sisyphe a encore le choix de l'attitude qu'il va avoir avec ça. Il peut sourire face à ce destin-là. Notre rôle de coach, je pense, c'est d'aider, nous aider nous-mêmes et d'aider nos coachés à voir que souvent il y a plus de choix que ce qui apparaît de prime abord. Et là, on fait œuvre utile en aidant à trouver du sens, même dans des situations qui peuvent être difficiles. Coaching à partir d'une perspective spirituelle, c'est aussi très prosaïquement, très concrètement poser la question, quel est votre but? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Quel est l'héritage que vous voulez laisser? C'est les questions que j'ai posées à ce coaché qui me dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ben, c'est quoi votre but? C'est qu'est-ce qui est vraiment important? Ça, c'est les questions que je lui ai posées en fait. Alors, on peut poser la question directement, mais on peut aussi le faire au travers d'activités artistiques qui vont permettre plus indirectement, en utilisant plus l'intuition, cerveau droit entre guillemets bien sûr, d'accéder à des sources plus profondes de motivation. Ça, c'est des photos qui avaient été prises lors d'un séminaire que j'ai eu l'occasion de faire en Inde, avec différents dirigeants qui se sont prêtés au jeu. Si on voyait vous voyez la salle, vous auriez eu l'impression qu'on est dans une salle de jardin d'enfants. Et c'était pourtant des dirigeants, certains de haut niveau. Mais voilà, ils étaient là à explorer leur but profond de cette façon-là. C'est aussi l'exploration existentielle. Là, je fais le lien avec Irvin Yalom, qui parle de psychothérapie existentielle, en disant on ne peut pas échapper à ces défis existentiels. Et rarement un coaché va venir avec cette demande, mais elle se trouve là en filigrane, y compris dans l'exemple que je donnais tout à l'heure. La mort, on va tous mourir, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors que Spinoza parle de conatus, on a envie de persévérer dans notre être, et pourtant, la mort va être là au rendez-vous. Comment est-ce que je gère ça? La liberté, on a envie de liberté souvent, mais si je suis pleinement libre, je vais devoir définir ce que je fais de ma vie. Sartre est une référence dans ce domaine. Euh, Solitude, on aime bien se retrouver avec des autres, mais il y a des moments où je ne vais pas pouvoir me fondre dans l'autre. Je suis livré à moi-même. Comment je gère ça? Comment je trouve du sens? Alors, le coach ne va pas avoir les réponses à ces questions, mais peut être un partenaire de réflexion. Euh, on partage tous ces défis existentiels et on peut être un partenaire précieux pour accompagner dans cette exploration-là. L'éthique aussi fait partie pour moi, c'est la philosophie de cette perspective spirituelle. Souvent, on entend parler comme coach de déontologie. Il y a un code de déontologie, attention, il ne faut pas de conflit d'intérêts, attention, il faut préserver la confidentialité, tout ça est important. Mais si on examine le sujet un peu plus en profondeur, et j'avoue, moi, j'y connaissais rien jusqu'il n'y a pas si longtemps, on m'a demandé d'écrire un article à ce sujet. Je me suis rendu compte que beaucoup de mes collègues coachs ne connaissaient pas beaucoup plus que moi, en fait. J'ai pris un cours, j'ai suivi un cours dans le domaine, parce que je me rendais compte qu'il y avait des choses là que je ne connaissais pas et qui étaient constituaient un domaine intéressant. Et une des choses, par exemple, c'est qu'il y a plusieurs courants, dont par exemple la déontologie versus téléologie. Comme je disais, souvent les coachs, les codes de coaching, c'est plutôt de la déontologie. Mais la déontologie, Immanuel Kant est le représentant de ce courant-là. Ce que lui dit, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'obéir à un code externe. Euh, pour lui, la déontologie, ça vient d'abord de nous-mêmes, d'écouter notre conscience. Je n'obéis pas simplement à ce que... Je ne suis pas là à respecter la confidentialité parce qu'on me l'a demandé, mais parce que je suis intimement convaincu que c'est ce qui est moralement bon. Ça, c'est la déontologie. Il y a un autre courant qui ne s'intéresse pas à ce qui est moralement bon, mais qui est plus pragmatique en demandant ce qui compte, c'est le plus grand bien pour le plus grand nombre. Il ne s'agit pas d'agir moralement de manière moralement bonne, mais il s'agit de faire en sorte que notre impact soit le plus positif possible. Et là, on est dans la théologie, en particulier l'utilitarianisme, Jeremy Bentham, John Stuart Mill. Ça manque souvent dans le coaching parce que je peux être quelqu'un qui va respecter la confidentialité, mais est-ce que j'agis de manière éthique si j'aide une entreprise à polluer encore plus, à vendre encore plus de junk food, sans qu'elle ait la volonté de changer cette situation? Est-ce que je me comporte de manière éthique? Je n'en suis pas si sûr. Mais ça, c'est une réflexion que chacun peut être amené à avoir. Et la déontologie, c'est une chose, mais la théologie serait un autre courant.
Qu'est-ce que ça veut dire le plus grand bien pour le plus grand nombre? Pour moi, il y a une manière très concrète de répondre à cette question. Ce sont les 17 objectifs de développement durable définis et sur lesquels par les Nations Unies, et 193 pays se sont mis d'accord là-dessus. On est malheureusement loin d'atteindre cela. C'est un objectif pour 2030. Ça n'empêche que chacun à son niveau peut faire ce qu'il faut pour améliorer un petit peu la situation. Je crois que je vois mon rôle comme coach, non pas comme quelqu'un de neutre qui aide une entreprise à faire ce qu'elle a envie de faire, mais j'ai plutôt tendance personnellement à vouloir travailler avec des entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, ont envie d'avoir un impact positif, pas que du profit, mais un impact positif sur l'environnement, sur la société, etc. Différents thèmes possibles. Donc en résumé ici, de quoi parle-t-on quand on parle de spiritualité? Souvent j'entends pleine conscience, mindfulness, oui, c'est important, mais spiritualité pour moi euh, recoupe bien d'autres choses encore. J'ai tenté de le dire très rapidement ici. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. J'en termine avec juste un petit modèle ici pour dire que toutes ces perspectives, elles sont liées. Elles sont liées, c'est-à-dire que euh, il y a une infinité, presque, vous voyez, de ce mouvement, le ruban de Möbius, les sources d'apprentissage, que ce soit au travers de cultures différentes, de disciplines différentes, sont presque infinies. Et l'invitation, c'est d'être curieux, comme vous l'êtes, d'apprendre de toute une série de disciplines, de domaines. Là-dedans, il y a aussi l'unité, parce que contrairement à ce que vous pourriez imaginer, il n'y a en fait qu'un seul bord et un seul côté à cette figure, le ruban de Möbius. J'ai un peu du mal à vous faire la démonstration ici, mais je vous invite à checker ça sur Internet, ruban de Möbius. Donc pour moi, c'est une manière de parler d'unité et d'infini. L'unité représentant un focus. Il ne s'agit pas que d'être maintenant submergé par toute une série de disciplines et puis on en vient à plus savoir où aller. Il s'agit de quand même promouvoir un focus, mais un focus qui a été alimenté par une réflexion large et profonde. Et il s'agit aussi unité, de bâtir l'unité dans l'adversité. C'est de ça qu'on a parlé aussi l'autre jour. Voilà, on a encore un peu de temps pour des questions, mais je voulais vous remercier pour votre attention le soir, hein, c'est en fin de journée, votre attention. Et encore une fois, si vous ne l'avez pas encore fait, je sais que certains l'ont déjà fait, je vous invite à vous connecter avec moi via LinkedIn. Et je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite, mais je vais arrêter le partage là et voir en encore quelques minutes s'il y a des questions, commentaires, réactions dans les minutes qui nous restent. Questions, réactions. Ou tout simplement, qu'est-ce que vous retirez de cette séance aujourd'hui? Avec quoi repartez-vous? Pour ma part, pas mal de résonance, Philippe. C'est vrai que l'approche globale voilà, qui, qui prend en compte toutes ces dimensions, toutes ces entrées sur voilà, l'état d'être humain, ça me semble plein de sens. Voilà, l'alimentation, l'activité physique. C'est vrai que oui, on ne peut pas décomposer pour aller traiter qu'un aspect et négliger les autres. Et c'est vrai que ce qui est, ce qui est intéressant, oui, c'est qu'on observe plein de résistances de la part, voilà, déjà en nous-mêmes, hein, tendance à ne pas forcément prendre tout en compte et donc à négliger certains aspects. Et on le voit chez les autres aussi qu'on peut accompagner. Le travail commence par nous-mêmes, hein, comme tu le dis. Je pense que dans notre domaine, plus que dans d'autres domaines, la cohérence, congruence est quelque chose d'important. Parce que c'est l'occasion, c'est une question de crédibilité, mais c'est aussi une question d'expérience. En faisant l'effort, nous, de
vaincre peut-être des résistances que nous avons eues par rapport à certains de ces thèmes, nous apprenons aussi. Si on n'est pas prêt, nous, à nous confronter avec certaines de ces résistances, comment allons-nous faire concrètement pour pouvoir aider les autres? Mm. Ce qui va se passer souvent, c'est que, du coup, par exemple, quelqu'un qui fait moins attention à l'aspect physique, et encore une fois, c'est un choix, je constate en pratique, il va sans doute pas aborder cet aspect-là dans le coaching, et ça peut être néanmoins un excellent coach, euh, mais qui se prive malgré tout d'une perspective, quoi. Si la personne a une aversion pour la politique, même chose. Sans doute la personne ne va pas aborder ça et peut-être prive son coaché d'une perspective qui pourrait être salutaire. Et donc c'est ça l'idée. On est tous en chemin. On ne va jamais maîtriser tout ça. Euh, et Rome ne s'est pas bâti en un jour, mais c'est un chemin de vie de vouloir continuer à apprendre, se perfectionner dans différents domaines. Plutôt de se reposer sur ses lauriers en se disant, voilà, je connais ce truc-là, je suis bon là-dedans, merci, au revoir. Je constate aussi d'ailleurs que les leaders qu'on accompagne, ça il y a des recherches qui le montrent, les meilleurs leaders sont ceux qui continuent, c'est vrai dans les mêmes leaders sportifs aussi, à se remettre en question, à chercher, à continuer à apprendre. C'est ça, ceux qui sont vite satisfaits et qui se reposent sur le laurier. Le problème, c'est que le monde, il continue à évoluer, donc si moi je me repose sur le laurier, là, c'est le chemin de la décadence, quoi. Faire un radar avec les différentes dimensions et de voir où on se positionne nous et peut-être aussi de l'utiliser avec les coachés qu'on a sur certains sujets. C'est pas forcément peut-être quelque chose qu'on mettrait d'emblée. Je sais pas si vous m'entendez parce que je vois que Je t'entends, mais ma maintenant je t'entends connexion est mieux, mais un c'était... peu instable. oui, c'est un peu instable, mais ce que j'ai cru comprendre, j'ai raté un peu le début, c'était l'idée de pouvoir mesurer, se positionner. On pourrait imaginer un graphique où, tiens, quelle dimension où je suis à l'aise, moins à l'aise, une forme d'autodiagnostic. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. J'avais utilisé je me rappelle lors d'un séminaire il y a plusieurs années, j'avais fait ça. Euh, mais je pense que c'est une très bonne idée, oui, de pouvoir, d'être prêt à réfléchir. C'est un peu la même philosophie que ce qu'on a fait il y a un mois, où on examine, vous vous rappelez, avec le COF, c'est quoi mes zones de progrès? Les orientations sous-utilisées représentent des zones de progrès. Ici, on généralise le propos en disant, on peut trouver des zones de progrès rien que dans l'aspect culturel, mais dans l'aspect euh, plus global, dans le sens de plus intégré, on peut là aussi trouver de nouveaux gisements de progrès. Et, euh, et si on est animé par une curiosité, une volonté d'apprendre, on ne doit pas s'inquiéter de ça, mais plutôt voir ça comme une source de, de, de stimulation, de se dire, voilà, on a l'occasion de continuer à apprendre telle chose que j'ai envie d'apprendre, telle chose que j'ai envie de perfectionner. C'est aussi fonction je suppose, de ce qu'on rencontre avec nos clients, des défis auxquels nos clients sont confrontés. En fonction de ça, peut-être on va nous-mêmes se dire, là, il y a des choses à faire. Si tous mes clients se plaignent qu'ils n'ont pas eu la promotion, que d'autres l'ont eu, et peut-être que là, je dois m'intéresser plus à l'aspect politique. Si mes clients ils se plaignent d'un manque de vitalité, un manque de forme, peut-être que je peux m'intéresser à etc., etc. Voilà. Quel commentaire est-ce que vous avez encore je suis juste conscient du temps. Moi, je peux dépasser le temps sans souci, mais je veux être respectueux de votre temps. Ouais. Euh, Moi, je suis navrée, je vais devoir y aller, mais du coup, je vais juste dire qu'effectivement, le ruban des perspectives était relativement intéressant et plus compréhensible pour le coup, parce qu'on voit que tout est lié et qu'en plus, l'Infinity, ben, du coup, c'est beaucoup plus compréhensible pour moi. Merci beaucoup pour cette conférence. Et ben, Merci il à y toi aura pour ta toujours des présence. petites Merci à vous questions. pour votre présence. Et Merci. voilà. Bah, écoutez, là-dessus, je vais vous laisser.
et vous souhaiter une bonne soirée et à Merci. bientôt, hein. Merci Merci beaucoup. Contact, beaucoup, hein. Philippe. Voilà. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Au Merci revoir. Bonne Merci. soirée. Merci C'était un beaucoup. super complément par rapport à la séance du mois dernier. Ah, ben Effectivement. écoute, Merci. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, j'arrête l'enregistrement que je vous ferai parvenir aussi. Merci. Au Voilà. Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.